Un fermier achète un bœuf malade par pitié, sans savoir qu'il gardait un secret. Geraldo Mendes ne comprenait pas pourquoi il était si attiré par ce bœuf agonisant à la petite vente aux enchères rurales de Nova Esperança. Tous les autres éleveurs restaient à l'écart de l'animal à l'étrange marque bleue sur le dos, mais quelque chose dans le regard triste de l'animal toucha profondément le cœur du vieux fermier. 50 $, cria Geraldo en levant sa main calleuse, alors que le commissaire-priseur s'apprêtait à clôturer la vente sans enchère. Le silence s'abattit sur la grange, les autres fermiers regardèrent Geraldo avec un mélange de pitié et de moquerie. Après tout, que ferait un homme de 75 ans avec un bœuf qui tenait à peine debout? Vendu à monsieur Geraldo, a annoncé le commissaire-priseur en frappant du marteau avec un soulagement évident d'avoir résolu le problème. Adelmo Correia, un fermier voisin et ami de longue date, s'approcha de Geraldo alors qu'il signait le ticket de caisse. « Tu as perdu la tête, mon ami. Cet animal ne tiendra pas une semaine, » commenta Adelmo en se grattant la tête. Geraldo ajusta son chapeau usé et regarda son ami calmement. « Certains méritent une seconde chance, mon ami. Tout comme moi, quand ils pensaient que je ne tiendrais pas après mon AVC l'année dernière. » Et c'est ainsi que le vieux Geraldo, veuf depuis 10 ans et considéré comme trop têtu par sa famille, a ramené à la maison le seul animal dont personne ne voulait dans cette vente aux enchères rurales du Minas Gerais. Le chemin du retour vers Sitio Bella Vista se fit en silence. Amaro, le jeune homme qui aidait Geraldo depuis son enfance, conduisait prudemment le vieux camion sur les chemins de terre, observant dans le rétroviseur le bœuf couché à l'arrière, recouvert d'une bâche pour le protéger de la rosée. « Monsieur Geraldo, êtes-vous sûr de ne pas vouloir que j'emmène cet animal directement à l'abattoir? Ce serait une souffrance inutile de m'en occuper, » commenta Amaro, s'efforçant d'être pragmatique. « N'y pense même pas, mon garçon. Si c'était pour tuer, je ne l'aurais pas acheté, » répondit Geraldo en regardant par la fenêtre les premières étoiles qui apparaissaient dans le ciel doux. Arrivé à la propriété où une petite maison en briques avec un porche entouré de jabuticaba et un jardin bien entretenu, Geraldo demanda à Amaro de l'aider à conduire l'animal à l'écurie la plus proche. « J'aurais besoin d'eau propre, de foin frais et des médicaments qui restaient après le problème de Misba de Mimosa, » dit Geraldo, tout en disposant de la paille propre sur le sol pour que l'animal puisse s'y allonger. « Tu vas t'occuper de lui personnellement ?» demanda Amaro, surpris. « Et qui d'autre voudrait s'occuper de ce pauvre type ?» Le lendemain matin, Teresa, la belle-fille de Geraldo, arriva à la ferme avec ses 2 adolescents, Julia et Pedro. Depuis la perte de son mari, le fils unique de Geraldo, 5 ans auparavant, Teresa gérait les finances familiales et avait souvent tenté de convaincre son beau-père de vendre la ferme et de déménager en ville. « Père Geraldo, c'est quoi cette histoire d'achat d'un bœuf malade? Amaro m'a appelé, inquiet, » dit Teresa, trouvant son beau-père dans l'écurie, où il appliquait une pommade maison sur l'étrange tache bleue sur le dos de l'animal. « Bonjour à toi aussi, Teresa, » répondit Geraldo, sans quitter ce qu'il faisait. Teresa s'approcha prudemment, grimaçant en voyant l'état de l'animal. « Combien as-tu dépensé pour ça? »« Cela a un nom, j'ai décidé de l'appeler Espoir. »« Vous avez nommé un bœuf malade ?» Teresa secoua la tête, exaspérée. « Père Geraldo, avec tout le respect que je vous dois, mais depuis le départ de Mère Lourde, vous n'arrêtez pas de prendre d'étranges décisions. » Geraldo regarda enfin sa belle-fille. « Teresa, cet endroit m'appartient toujours. L'argent que j'ai dépensé était à moi aussi. Et comment je le dépense, ça ne regarde que moi. Cela nous concerne tous. Avez-vous oublié que la moitié de votre retraite est consacrée à la médecine? Si vous continuez à dépenser de l'argent pour des animaux malades, comment allons-nous pouvoir continuer à payer vos traitements cardiaques? » Geraldo soupira, sentant le poids de l'âge peser sur ses épaules. À 75 ans, il luttait quotidiennement pour préserver son indépendance et la ferme qu'il avait bâtie avec sa femme pendant des décennies. « Ne me fais pas la morale si tôt, ma fille. Va nous faire du café pendant que je termine ici. » Teresa partit en grommelant, et Geraldo reporta son attention sur le bœuf. Étrangement, l'animal semblait déjà le reconnaître, le suivant du regard tandis qu'il se déplaçait dans l'étable. « Ne fais pas attention à elle, Esperança.
Tout ira bien. Je te le promets. Pendant les 2 semaines suivantes, Geraldo se consacra entièrement aux soins du bœuf, il se leva plusieurs fois pendant la nuit pour vérifier l'état de l'animal, le nourrit avec un mélange spécial d'herbes qu'il avait appris de son père et lui parla comme s'il s'agissait d'une personne. Amaro observait tout avec un mélange de respect et d'inquiétude. « Monsieur Geraldo, ce n'est pas bon pour vous de perdre le sommeil comme ça. Votre tension va monter. Ne t'inquiète pas, mon garçon. Trop dormir, c'est le lot de ceux qui n'ont rien d'autre à faire dans la vie. » Étonnamment, le taureau a commencé à montrer des signes d'amélioration. D'abord, il pouvait rester debout plus longtemps. Ensuite, il a commencé à manger avec plus d'appétit. Et enfin, la mystérieuse tache bleue sur son dos a commencé à changer d'apparence. « Ce n'est pas du tout une maladie, » murmura Geraldo en examinant la marque. « On dirait plutôt une teinture, comme si quelqu'un avait volontairement marqué cet animal. » C'est Julia, une petite fille de 19 ans qui était en première année de médecine vétérinaire à l'université d'État, qui a confirmé les soupçons de son grand-père lorsqu'elle a visité la ferme ce week-end. « Grand-père, c'est une sorte de marque artificielle. Regarde, » dit-elle en tamponnant un coton imbibé d'alcool sur le bord de la tache, qui s'estompa légèrement. « Encore une chose étrange, » poursuivit Julia en désignant un petit motif presque imperceptible dans la tache bleue. « Cela ressemble à un symbole, pas à une marque de maladie. » Geraldo ajusta ses lunettes et se pencha pour mieux voir. Son cœur s'emballa en reconnaissant ce qu'il voyait. « Sainte Notre-Dame, » murmura-t-il en reculant d'un pas. Qu'est-ce que c'était? Je vais apprendre à connaître cette marque. Geraldo passa la main dans sa barbe blanche, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Cette marque ressemble à celle que mon père utilisait sur son bétail dans les années 1960, un triangle avec une spirale à l'intérieur. C'était la marque de la lignée spéciale qu'il avait créée. Une lignée spéciale, demanda Julia, intriguée. Geraldo s'assit sur un tabouret, le poids des souvenirs. Mon arrière-grand-père était connu comme le magicien du bétail. Il avait réussi à développer une lignée résistante à la fièvre afteuse à une époque où la maladie ravageait des troupeaux entiers ici. Mais à sa mort, nous avons dû vendre presque tout le bétail pour rembourser nos dettes, et la lignée a disparu. Du moins, c'est ce que je croyais toutes ces années. Julia regarda le taureau avec un intérêt renouvelé. C'est incroyable. Si c'est vrai, cet animal pourrait avoir une valeur génétique énorme. Peu m'importe sa valeur, dit Geraldo. Ce qui m'importe, c'est que ce bœuf puisse être un morceau de notre histoire familiale, qui revienne à la maison. Ce soir-là, alors qu'il dînait avec ses petits-enfants dans la simple cuisine carrelée de rouge, Geraldo se sentait plus vivant qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Il raconta des anecdotes sur son père et sur l'époque prospère de Sitio Bella Vista, où il possédait autrefois plus de 200 têtes de bétail. Mon arrière-grand-père disait que la terre parle à ceux qui savent l'écouter. C'est lui qui a remarqué que le bétail qui paissait dans une certaine partie de la ferme ne tombait presque jamais malade. Il a tout étudié jusqu'à découvrir que les plantes de ce pâturage avaient des propriétés particulières. Pedro, 17 ans, qui préférait d'habitude rester sur son téléphone portable, prêta attention aux paroles de son grand-père. Et comment marquait-il le bétail spécial? Avec un mélange à base d'une plante bleuâtre poussant dans les grottes. La marque tenait des mois et ne faisait aucun mal à l'animal. C'était sa façon de séparer les animaux spéciaux sans les maltraiter au fer rouge. À mesure que le taureau se rétablissait, la nouvelle de l'animal portant cette étrange marque commença à circuler dans la région. Un matin de septembre, une voiture noire rutilante s'arrêta dans la cour de la ferme. Un homme en costume, malgré la chaleur, est descendu accompagné de 2 assistants. « Bonjour. Je cherche monsieur Geraldo Mendes, » dit l'homme en ôtant ses lunettes de soleil. Geraldo, qui récoltait du manioc dans la cour, se redressa avec difficulté. « C'est moi. Comment puis-je vous aider? Je m'appelle Ricardo Vasconcelos, je suis des Agropecuaria Nova Horizonte. J'ai entendu dire que vous aviez acquis un animal aux caractéristiques très particulières et je suis intéressé par une offre. » Je ne vends rien, répondit sèchement Geraldo.
L'homme d'affaires sourit, ne semblant pas gêné par le refus. Vous n'avez même pas entendu ma proposition. Je suis toujours prêt à payer 50 000 réaux pour le bœuf. Geraldo a failli laisser tomber le seau de manioc. 50 000 $ pour un bœuf que j'ai acheté 50 $? Tu te moques de moi. Je suis très sérieux, monsieur Geraldo. En fait, ce montant ne serait que le début de notre partenariat. Méfiant, Geraldo invita l'homme à s'asseoir sur le porche, plus par politesse que par intérêt. Quel genre de partenariat serait-ce? Ricardo a expliqué que son entreprise développait un projet d'amélioration génétique du bétail et recherchait des spécimens présentant des caractéristiques spécifiques. Nous pensons que votre bœuf pourrait posséder des gènes d'une lignée rare que nous suivons depuis des années. Si c'est le cas, sa valeur pourrait être bien supérieure à ce que je propose. Et comment avez-vous découvert mon bœuf? L'homme d'affaires hésita un instant. Le monde des créateurs est petit, monsieur Geraldo. Les nouvelles circulent. Quelque chose dans cette explication semblait inexact pour Geraldo. Comment quelqu'un avait-il pu savoir pour le bœuf si vite? Plus étrange encore, pourquoi offrirait-on autant d'argent pour un animal que tout le monde considérait comme sans valeur il y a à peine un mois? J'apprécie votre intérêt, monsieur Vasconcelos, mais j'ai déjà dit que je ne vendais pas. L'homme d'affaires laissa une carte sur la table du porche et se leva. Réfléchissez bien, monsieur Geraldo. Mon offre est toujours valable. Oh, et si vous changez d'avis, ou s'il arrive quelque chose à l'animal, appelez-moi immédiatement. Nous sommes très intéressés par son ADN, quel que soit son état. Ces derniers mots laissèrent Geraldo mal à l'aise. Après le départ de la voiture, il se rendit directement à l'écurie pour vérifier l'état du bœuf et trouva Amaro en train de nettoyer. Monsieur Geraldo, cet homme en costume voulait vraiment acheter Esperanza. Il vous a proposé une fortune et vous n'avez pas accepté, demanda Amaro, étonné. Il y a quelque chose d'étrange dans toute cette histoire, Amaro. Je vais découvrir ce que c'est avant de prendre une décision. Cette même nuit, Geraldo fut réveillé par un bruit dans la cour. Regardant par la fenêtre, il aperçut une faible lumière provenant de l'écurie. Il s'habilla rapidement et attrapa le vieux fusil qu'il gardait dans le placard plus pour effrayer les gens que pour s'en servir, dans son costume. En approchant de l'écurie, il entendit des voix. Prudemment, il jeta un coup d'œil par l'entrebâillement de la porte et vit deux hommes qui essayaient d'attacher une corde au cou du bœuf. « Eh, qu'est-ce que tu fais » cria Gérald en brandissant son vieux fusil. Les hommes, surpris, sortirent en courant, disparaissant dans l'obscurité avant qu'ils puissent voir leur visage. Le bœuf semblait agité, mais il n'était pas blessé. Incident pour le délégué Josimar, qui avait promis d'augmenter les patrouilles dans la zone, mais n'a pas montré beaucoup d'intérêt pour l'affaire. Monsieur Geraldo, avec tout le respect que je vous dois, il devait s'agir de jeunes gens qui essayaient de nous jouer un tour. Une bêtise? Ils essayaient de me voler mon bœuf. Le délégué haussa les épaules. Si tu le dis. Mais depuis quand un voleur s'intéresse-t-il à un bœuf malade? Il n'est plus malade et il y a quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à lui. Lorsque le policier est parti, Teresa est arrivée avec une expression inquiète. Père Geraldo, vous allez bien? J'ai entendu parler de la tentative de vol et je suis arrivé en courant. Je vais bien, ma fille, juste un peu fatiguée. Ça prouve ce que je disais, tu ne peux plus rester seul ici. Il faut que tu vendes cette propriété et que tu viennes vivre avec nous en ville. Geraldo secoua la tête. On en a parlé. Je ne pars pas d'ici. Teresa s'assit à côté de son beau-père et lui prit les mains. Ça devient dangereux, d'abord ce mystérieux homme d'affaires surgit de nulle part, puis il tente de voler le bœuf. Avez-vous pensé que vous pourriez être en danger? J'ai beaucoup vécu, Teresa. Je n'ai pas peur de tout ça. Mais j'ai peur de te perdre. La voix de Teresa se brisa. Après le départ de Roberto, tu es le seul père qui me reste. Geraldo serra sa belle-fille dans ses bras, sentant son corps trembler. Malgré leurs fréquentes disputes, il savait que Teresa se souciait sincèrement d'elle. Passons à marcher.
Je vais demander à Amaro de dormir ici un moment, le temps qu'on comprenne mieux ce qui se passe. Plus détendue, Teresa est retournée en ville en promettant d'envoyer Pedro pendant le week-end pour aider son grand-père. Cependant, Geraldo ne pouvait s'empêcher de penser à l'étrange intérêt suscité par le bœuf. Il décida de chercher des réponses dans sa propre mémoire. Le lendemain, avec l'aide d'Amaro, il fouilla le vieux hangar où il gardait les affaires de son père. Dans une boîte en bois, il a trouvé des photographies jaunies, de vieux documents et un carnet. « Regarde ça, Amaro, le journal de ferme de mon père. » En feuilletant soigneusement les pages fragiles, Geraldo trouva des notes détaillées sur l'élevage de ce bétail particulier. Son père avait consigné chaque naissance, chaque accouplement, chaque caractéristique des animaux. Et là, sur l'une des dernières pages, se trouvait un dessin identique à la marque trouvée sur le bœuf, un triangle avec une spirale. « C'est sa propre marque, » murmura Geraldo, ému. En poursuivant sa lecture, il découvre que son père a vendu une partie du troupeau à un éleveur appelé Antenor Vasconcelos, ne conservant que les droits sur la technique de reproduction de la lignée Vasconcelos. Le même nom de famille que cet homme d'affaires, s'exclama Geraldo. Il doit être le fils ou le petit-fils d'Antenor. Grâce à ces nouvelles informations, Geraldo sentit qu'il se rapprochait de la compréhension du mystère. Dans son journal, son père mentionnait que cette lignée particulière était non seulement résistante aux maladies, mais aussi dotée d'une capacité unique à s'adapter aux changements climatiques et une qualité de plus en plus précieuse dans un monde au climat instable. Amaro, j'ai besoin que tu m'emmènes en ville demain. Je vais chez le notaire pour voir si je peux trouver l'acte de vente. Au bureau d'enregistrement municipal, Madame Olivia, une dame aux cheveux blancs qui y travaillait depuis plus de 4 décennies, a aidé Geraldo à localiser les vieux documents. Le voici, Monsieur Geraldo, l'acte de vente partielle du troupeau, daté du 12 mai 1970. Geraldo examina attentivement le document. En réalité, son père avait vendu 50 têtes de bétail à Antenor Vasconcelos, mais avec une clause précise. Il est convenu que la lignée génétique connue sous le nom de Cruzeiro do Sul, identifiée par la marque triangulaire bleue, reste la propriété intellectuelle d'Antonio Mendes et ne peut être reproduite commercialement sans son autorisation expresse ou celle de ses descendants directs. Madame Olivia, savez-vous s'il existe d'autres documents relatifs à cette affaire? Un transfert ultérieur de ses droits. Elle a ajusté ses lunettes et a tapé quelques informations sur l'ordinateur. Il n'existe aucune trace de quoi que ce soit de plus tardif, Monsieur Geraldo. D'après ce que je vois ici, les droits sur cette lignée appartiennent toujours à la famille Mendes. Vous êtes le seul héritier vivant d'Antonio, n'est-ce pas? Oui, je suis. Fort de ces informations, Geraldo se sentit plus confiant. De retour à la ferme, il retrouva la voiture noire garée dans la cour. Ricardo Vasconcelos discutait avec Teresa, qui semblait impressionné. « Ah, Monsieur Geraldo » s'exclama l'homme d'affaires en le voyant. « J'expliquais justement à votre belle-fille les avantages de notre proposition. » Teresa avait une étincelle dans les yeux que Geraldo connaissait bien, l'étincelle de l'argent. « Père Geraldo, Monsieur Vasconcelos a augmenté l'offre à 100 000 $. Nous pouvons rembourser toutes les dettes de la ferme et il nous restera suffisamment d'argent pour que vous puissiez vivre confortablement. » Quelle dette? Demanda Geraldo en fronçant les sourcils. Des dettes auprès de la banque, du prêt que tu as contracté l'année dernière pour réparer le toit et le corral. Ce prêt a déjà été remboursé, Teresa. Je t'ai montré le reçu. Un silence gêné s'installa. Ricardo Vasconcelos s'éclaircit la gorge. Eh bien, indépendamment des dettes, mon offre reste la même, 100 000 $ pour le bœuf, avec la possibilité d'un futur partenariat sur les bénéfices générés par l'amélioration génétique. Geraldo regarda l'homme d'affaires. Monsieur Vasconcelos, seriez-vous par hasard apparenté à Antenor Vasconcelos? La question sembla prendre l'homme au dépourvu. Antenor était mon grand-père. Pourquoi? Parce que je viens d'apprendre que ton grand-père a acheté le bétail de mon père, mais pas les droits sur la lignée génétique. Je crois que le bœuf que tu désires tant acheter appartient à cette lignée. L'expression de Ricardo changea subtilement.
C'était il y a plus de 50 ans, monsieur Geraldo. Les droits de propriété intellectuelle sur les animaux ont une date d'expiration. Non, d'après le contrat que j'ai trouvé aujourd'hui chez le notaire. La clause est très claire. Les deux hommes se fixèrent, la tension presque palpable. Teresa les regarda tour à tour, perplexe. Que se passe-t-il? Ton beau-père semble croire qu'il a un droit légal sur une lignée de bétail que ma famille élève depuis des décennies. Il se développe à partir de la base génétique créée par mon père, sans jamais payer les royalties dues, a répondu Geraldo. Ricardo ajusta sa cravate, essayant de garder son sang-froid. Monsieur Geraldo, je suis quelqu'un de raisonnable. Nous pouvons régler ça à l'amiable, 200 000 réaux pour le bœuf, en espèces aujourd'hui. Geraldo croisa les bras. Je ne souhaite pas vendre, monsieur Vasconcelos. Je comprends maintenant pourquoi vous tenez tant à acquérir cet animal, non seulement il descend de la lignée de mon père, mais il est probablement l'un des rares spécimens purs encore existants. L'homme d'affaires plissa les yeux. Monsieur, vous faites une erreur. Peut-être, mais c'est mon erreur. Lorsque Ricardo Vasconcelos est parti, Teresa a explosé. Tu as perdu la tête. Tu refuses 200 000 réaux pour un vieux bœuf? Ce n'est pas qu'un bœuf, Teresa. Cela fait partie de notre histoire familiale. L'histoire ne paie pas les factures, s'écria-t-elle, les larmes aux yeux. Roberto est mort en travaillant comme un forçat pour entretenir ce lopin de terre, et maintenant vous gâchez la chance d'offrir une vie meilleure à ses petits-enfants. Ces mots frappèrent Geraldo comme un coup de poing. L'évocation de son fils mort le rendait toujours vulnérable. Il n'avait jamais voulu que Roberto se tue au travail, il l'avait fait par choix, car il aimait le Seigneur et ce maudit lopin de terre plus que tout. Teresa essuya ses larmes avec colère. Maintenant, je comprends pourquoi tu as dit que tu étais trop têtu pour ton propre bien. Elle monta dans la voiture et partit sans dire au revoir, laissant Geraldo avec un énorme poids sur le cœur. La nuit, allongé dans son lit solitaire, il réfléchissait à sa décision. Teresa avait peut-être raison. Peut-être était-il égoïste en refusant à ses petits-enfants une vie meilleure par sentimentalité. Le bruit du verre brisé interrompit ses pensées. Il se leva rapidement et courut à la fenêtre, juste à temps pour voir les flammes s'élever de l'écurie. « Au feu !» cria-t-il en courant dehors, toujours en pyjama. Amaro, qui dormait dans l'arrière-salle, fut également réveillé par le bruit et ils coururent tous deux à l'écurie. Les flammes consumaient une partie de la structure en bois. Le bœuf essaya de crier Geraldo, mais la fumée était trop épaisse. Amaro le retint. « C'est dangereux, Geraldo, mais je vais essayer de sauver l'animal. » L'homme courut chercher le tuyau d'arrosage. Le cœur battant, il tenta de jeter de l'eau sur les flammes, mais le feu se propagea rapidement. Quelques minutes plus tard, à son immense soulagement, il vit Amaro partir avec le bœuf, toussant à cause de la fumée mais vivant, et l'animal effrayé mais apparemment indemne. Bientôt, des voisins sont arrivés pour aider, formant une chaîne avec des seaux d'eau. À l'arrivée du chef de police Josimar, l'incendie était déjà maîtrisé, bien que l'écurie ait été partiellement détruite. Il n'est pas nécessaire d'être un expert pour comprendre qu'il s'agit d'un acte criminel, a déclaré l'officier en examinant les tessons d'une bouteille cassée qui sentait l'essence. J'ai une bonne idée de qui pourrait être derrière tout ça, répondit Geraldo en regardant le bœuf maintenant en sécurité dans le pâturage à côté de la maison. Cher auditeur, si vous appréciez l'histoire, laissez un like et, surtout, abonnez-vous à la chaîne, cela aide vraiment ceux d'entre nous qui débutent. Suite, l'incendie de l'écurie a fini par attirer l'attention de toute la région. Le lendemain matin, un journaliste d'un petit journal local est venu faire un reportage. Monsieur Mendes, des rumeurs circulent selon lesquelles l'incendie pourrait être lié à un bœuf de valeur que vous possédez. Pouvez-vous nous en dire plus? Geraldo s'apprêtait à répondre lorsqu'il vit arriver le camion de Teresa. À sa grande surprise, Julia et Pedro l'accompagnèrent. Grand-père. Julia courut le serrer dans ses bras. On a entendu parler de l'incendie et on est arrivé en courant. Tu vas bien?
L'émotion de voir ses petits-enfants inquiets apaisa la tension que ressentait Geraldo face à la présence de Teresa. « Je vais bien, ma fille. Grâce à Amaro, personne n'a été blessé et le bœuf est sain et sauf. » Pedro, habituellement plus réservé, examina les ruines de l'écurie avec intérêt. « Est-ce que quelqu'un a vraiment essayé de tuer Esperanza, grand-père ? » « Il semble que oui, mon fils. » Le journaliste, constatant le drame familial, s'est approché avec d'autres questions, mais Teresa est intervenue. « Ma famille ne donnera pas d'interview. Merci de respecter notre temps. » Après le départ du journaliste, Teresa a confronté son beau-père. « Vous croyez donc vraiment que l'homme d'affaires a mis le feu à l'étable à cause du bœuf ? Je n'ai aucune preuve, mais il y a beaucoup de coïncidences. Tu ne trouves pas ? » Teresa avait l'air mal à l'aise. « Père, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? » D'abord, reconstruisez l'écurie. Ensuite, déterminez ce qui rend ce bœuf si spécial pour qu'il mérite d'être accusé d'incendie criminel. Julia, qui observait l'animal dans le pâturage, intervint. « Je pense pouvoir aider, grand-père. Je peux prélever des échantillons pour les analyser à l'université. Nous avons un laboratoire de génétique animale exceptionnel. Est-ce que tu ferais ça ? » « Bien sûr, » répondit la jeune femme avec enthousiasme. « D'ailleurs, j'ai déjà raconté l'histoire de ce taureau à un de mes professeurs, et il s'est montré très intéressé. Le professeur Texera est un expert en génétique de la conservation. » Teresa avait l'air méfiante. « Ma fille, ne t'implique pas trop dans cette histoire. Ça pourrait être dangereux. »« Maman, c'est une recherche scientifique, pas une enquête policière, » répondit Julia en levant les yeux au ciel. Geraldo ressentit un pincement de fierté en voyant la détermination de sa petite-fille. Elle avait hérité de la curiosité scientifique de son arrière-grand-père, sautant une génération. « Allons-y, Julia. Je veux comprendre ce qui nous attend. » Au cours des semaines suivantes, alors que la grange était reconstruite avec l'aide des voisins, Julia a collecté des échantillons de poils, de sang et de salive du taureau pour les analyser. Pedro, qui était initialement venu uniquement sur l'insistance de sa mère, a fini par s'intéresser à la ferme et a commencé à aider Geraldo dans les tâches quotidiennes. « Grand-père, j'ai trouvé ça enterré près du vieux corral, » dit Pedro un après-midi, en montrant un objet en métal rouillé. Geraldo ramassa l'objet avec précaution. C'était un vieil outil de marquage du bétail, avec le même symbole en forme de triangle et de spirale. « Cela appartenait à ton arrière-grand-père. Il l'utilisait pour marquer certains bovins, à une époque où le marquage à l'encre bleue n'existait pas encore. C'est cool. Je peux le garder ? » Bien sûr que tu peux, mon fils. C'est ton droit. Pedro nettoya soigneusement l'outil et l'accrocha dans sa chambre de la ferme, de nouveau occupée après des années d'inactivité. Le garçon, qui ne s'intéressait jusque-là qu'aux jeux électroniques, se levait désormais tôt pour aider à traire les vaches. Un matin, presque un mois après l'incendie, Julia est arrivée à la ferme dans un état agité, amenant avec elle un homme d'âge moyen. « Grand-père, voici le professeur Texera, mon conseiller à l'université. Il a des nouvelles incroyables concernant Esperanza. »« Enchanté, monsieur Mendes, » dit le professeur en serrant la main de Geraldo. « Votre petite-fille m'a beaucoup parlé de vous et de ce bœuf extraordinaire. » Assis sur le porche, avec du café frais servi par Amaro, le professeur a expliqué les résultats des analyses. « Monsieur Mendes, pour faire simple, votre bœuf est un trésor génétique. Il possède des marqueurs de résistance à plusieurs maladies qui affectent le bétail aujourd'hui, y compris certaines apparues ces dernières décennies. »« Comment est-ce possible ? » demanda Geraldo, impressionné. « C'est une rare combinaison de facteurs. D'après nos études préliminaires, la lignée développée par votre père présentait un taux d'adaptation génétique accéléré. En termes simples, ces animaux ont évolué plus vite que le bétail ordinaire. Et est-ce que ça a de la valeur ? Sa valeur est inestimable, monsieur Mendes. À l'heure du changement climatique et de l'émergence de nouvelles maladies, une lignée comme celle-ci pourrait révolutionner l'élevage brésilien. Je ne suis pas surpris que quelqu'un soit prêt à payer une fortune pour l'obtenir,
ou même à tenter de la voler. Exactement, acquiesça Julia. En fait, je suis également venu ici pour faire une proposition. L'université souhaiterait établir un partenariat pour étudier cet animal et éventuellement lancer un programme d'élevage contrôlé. Quel genre de partenariat? Un programme dans lequel vous conserveriez tous les droits sur la lignée, mais nous autoriseriez à mener des études et, avec votre autorisation, à lancer un programme d'amélioration génétique qui profiterait aux petits producteurs. Geraldo réfléchit un instant. Et ce Vasconcelos ne va pas essayer d'intervenir? Probablement, répondit franchement le professeur. Des entreprises comme la sienne dépendent de la monopolisation de certaines souches pour maintenir des prix élevés. Un partenariat avec l'université permettrait de démocratiser l'accès à ces précieuses caractéristiques génétiques. J'aime cette idée, sourit Geraldo. Mon père disait toujours que la connaissance du territoire devait être partagée, pas vendue. Avant qu'il puisse continuer, une voiture de police s'est arrêtée dans la cour. L'agent Josimar en est sorti, l'air sérieux. Bonjour, monsieur Geraldo. Je dois vous parler d'une plainte que nous avons reçue. Quelle plainte? Vol de propriété intellectuelle. Agropecuaria Novo Horizonte prétend que vous êtes en possession illégale d'un animal génétiquement modifié lui appartenant. C'est absurde, s'exclama Geraldo. Peut-être, mais ils ont des documents qui semblent le prouver. Le délégué a remis un papier à Geraldo. Il s'agit d'une convocation au commissariat demain. Ils ont obtenu une injonction de saisie de l'animal jusqu'à ce que l'affaire soit éclaircie. Geraldo sentit son sang bouillir. Ils ne peuvent pas faire ça. Le professeur Texera est intervenu. Chef, je suis professeur de génétique à l'université d'État. Nous menons des études officielles sur cet animal, avec l'autorisation de son propriétaire. Le saisir maintenant compromettrait les recherches scientifiques en cours. Le député se gratta la tête, visiblement mal à l'aise. Écoutez, je comprends la situation, mais j'ai une ordonnance du tribunal. Le mieux que je puisse faire, c'est de vous donner 48 heures pour la contester légalement. Après le départ du chef de la police, le professeur a passé quelques coups de fil. Quelques heures plus tard, un avocat de l'université est arrivé sur les lieux, le docteur Espindola, expert en propriété intellectuelle et en brevets organiques. Nous devons agir vite, a déclaré l'avocat, un homme aux traits indigènes et à la parole lente. Avec son aide, Geraldo a organisé toute la documentation qu'il avait trouvée, le journal de son père, le contrat de vente original, de vieilles photographies et, surtout, l'instrument de marquage trouvé par Pedro. C'est un excellent matériel, a déclaré le docteur Espindola après l'avoir examiné, mais il nous en faut plus. Existe-t-il un vétérinaire ou un éleveur de l'époque qui puisse témoigner de la lignée développée par votre père? Geraldo réfléchit un instant. Joachim Prest. Il a travaillé avec mon père pendant des décennies et doit avoir environ 90 ans aujourd'hui. Aux dernières nouvelles, il vivait avec sa fille à São João da Boa Vista. Nous devons le retrouver, a déclaré l'avocat. Il serait également utile de localiser d'autres spécimens susceptibles d'appartenir à la même lignée. Cela prouverait que Novo Horizonte n'en détient pas l'exclusivité. Julia, qui avait écouté attentivement tout cela, eut une idée. Et si on lançait un appel public? Une publication sur les réseaux sociaux pour demander des informations sur les bovins portant la marque triangulaire bleue. Présenter ce qui relève de la recherche universitaire comme s'il s'agissait d'une recherche universitaire. En quelques heures, Julia a créé une publication détaillée avec des photos de la marque distinctive et un bref historique de la lignée Cruzeiro do Sul. La publication a été partagée par des collègues de l'école vétérinaire et a rapidement fait le buzz parmi les éleveurs. Pendant ce temps, Pedro parvint à localiser Joachim Prest grâce à des recherches sur Internet. Le vieil homme, encore lucide malgré son âge avancé, fut ravi d'apprendre des nouvelles de Geraldo et accepta de témoigner. Le lendemain, une visioconférence fut organisée avec Joachim, qui confirma tous les détails concernant la lignée particulière. Antonio Mendes était un génie, un visionnaire, s'exclama le vieil homme, les yeux brillants de souvenirs.
Il a développé cette lignée alors que tout le monde disait que c'était impossible et il a toujours refusé de vendre le secret. Même lorsqu'on lui offrait des fortunes, il disait que c'était un héritage pour les générations futures d'éleveurs. Vous souvenez-vous de l'accord avec Antenor Vasconcelos? A demandé l'avocat. Comme si c'était hier. Antenor était avide, il voulait l'exclusivité. Mais Antonio était ferme, il vendit les animaux, mais conserva les droits sur la lignée. J'ai moi-même été témoin du contrat. Le témoignage a été enregistré et joint à la plainte. Entre-temps, les réactions aux messages de Julia ont commencé à arriver. Plusieurs petits éleveurs de différentes régions du Minas Gerais et de São Paulo ont signalé avoir possédé des animaux portant des marques similaires au fil des ans. L'un d'eux, Sebastião Bueno, a envoyé des photos d'un bœuf portant la même marque triangulaire bleue. Ce bœuf était un cadeau de mon grand-père à mon père dans les années 1980 et expliqua Sebastião au téléphone. Nous avons toujours trouvé étrange qu'il ne soit jamais tombé malade, même lors de graves sécheresses. Le docteur Espindola a préparé une défense solide, arguant que la lignée Cruzeiro do Sul n'a jamais été la propriété exclusive de la famille Vasconcelos, mais plutôt un héritage génétique partagé avec plusieurs petits producteurs pendant des décennies et exactement comme le souhaitait Antonio Mendes. Le matin de l'audience préliminaire, Geraldo enfila son unique costume, réservé aux grandes occasions. Teresa, qui avait gardé ses distances depuis la plaidoirie, l'accompagna. « Père, Geraldo, je sais que nous avons nos différences, mais je suis de ton côté dans cette bataille. » « Merci, Teresa. Cela me touche beaucoup. » Au tribunal de la petite ville, la salle était étonnamment pleine. De nombreux éleveurs locaux étaient venus soutenir Geraldo, dont certains avaient répondu au message de Julia. Ricardo Vasconcelos arriva accompagné de 3 avocats et d'une équipe de ceux qui semblaient être des conseillers. Le juge, le docteur Paulo Nogueira, était connu pour son impartialité et sa connaissance des questions agraires. Après avoir entendu les arguments initiaux des deux parties, il a posé une question directe à Ricardo Vasconcelos. « Monsieur Vasconcelos, votre entreprise revendique la propriété exclusive de cette lignée génétique. Pouvez-vous fournir des documents prouvant le transfert des droits de la famille Mendes à votre grand-père » L'homme d'affaires hésita. « Votre honneur, la transaction a eu lieu il y a plus de 50 ans. De nombreux documents ont été perdus, mais nous disposons d'archives attestant que mon grand-père a acquis l'ensemble du troupeau d'Antonio Mendes. L'enregistrement n'est pas la même chose qu'un document légal, a répondu le juge. Monsieur Mendes a présenté le contrat original, avec des clauses spécifiques sur les droits de la lignée. L'un des avocats de Vasconcelos est intervenu. Votre honneur, même si un tel contrat existait, la durée de validité des droits de propriété intellectuelle sur les ressources génétiques aurait expiré. Le docteur Espindola s'est levé, avec tout le respect que je lui dois. Cela ne serait vrai que si la famille Mendes avait abandonné la lignée. Mais les témoignages et les preuves montrent que la lignée Cruzeiro do Sul a continué d'être partagée entre les petits producteurs, conformément aux souhaits de l'éleveur d'origine. Le juge a analysé la documentation pendant de longues minutes. Au vu des preuves présentées, je rejette la demande de saisie de l'animal et suspends toute prétention à l'exclusivité sur la lignée Cruzeiro do Sul jusqu'au jugement définitif. Le taureau restera sous la garde de Monsieur Geraldo Mendes, à condition qu'il ne soit ni retiré de la propriété ni vendu. Cette victoire préliminaire a été saluée par les applaudissements des éleveurs présents. Ricardo Vasconcelos s'est retiré rapidement, évitant la presse locale déjà rassemblée dans le couloir. Sur le chemin du retour à la ferme, Teresa avait l'air pensive. « Monsieur, allez-vous vraiment poursuivre ce projet avec l'université ? Ne serait-il pas plus simple d'accepter l'offre de Vasconcelos et de mettre fin à ce désordre ?» Geraldo observait le paysage rural à travers la fenêtre de la voiture. « Teresa, certaines choses sont plus importantes que l'argent. Mon père croyait que la connaissance du territoire devait profiter à tous, pas seulement à ceux qui ont les moyens. Et mes petits-enfants ? Je ne veux pas leur laisser qu'un héritage financier. Le plus bel héritage que je puisse laisser, c'est l'exemple de la justice, même dans les moments difficiles. De plus,
sourit Geraldo. Si ce projet avec l'université aboutit, le bénéfice sera bien supérieur à tout ce que Vasconcelos pourra offrir. Lorsqu'ils arrivèrent à la ferme, ils trouvèrent Julia et Pedro en train de s'occuper du bœuf, qui paissait maintenant paisiblement dans le champ à côté de la maison. Alors, j'y vais? Comment c'était? Demanda Pedro avec anxiété. Nous avons gagné la première bataille, mon fils. Esperanza reste avec nous et le projet avec l'université peut continuer. Julia serra son grand-père dans ses bras, émue. Elle savait qu'il en était capable. Le professeur Texera est très enthousiaste. Il dit que nous pourrons commencer les tests de reproduction dès le mois prochain. Dans les jours qui ont suivi, Sitio Bella Vista a été transformé. Une petite équipe de l'université a installé un laboratoire de terrain dans l'un des bâtiments de la propriété. Des étudiants vétérinaires ont commencé à y effectuer des stages, apportant du dynamisme et un nouveau souffle à la ferme. Pedro, de plus en plus intéressé, annonça. Je veux étudier l'agronomie après le lycée. Je crois avoir trouvé ma vocation, apprendre à prendre soin de la terre comme toi et ton arrière-grand-père. Teresa, qui avait initialement résisté à tous les changements, a progressivement commencé à s'impliquer dans le projet, surtout lorsque le professeur Texera lui a expliqué le potentiel économique à long terme. Ce n'est pas une opération facile et rapide, comme la vente à Vasconcelos, mais c'est un héritage durable, a-t-il expliqué. Dans quelques années, ce partenariat pourrait donner des résultats bien plus importants. Un mois plus tard, alors que les premières opérations de reproduction allaient commencer, une visiteuse inattendue surprit tout le monde. Une élégante femme d'âge moyen sortit d'une voiture discrète. « Je suis Marina Vasconcelos », se présenta-t-elle, l'épouse de Ricardo. « J'ai besoin de parler à Monsieur Mendes en privé. » Intrigué, Geraldo l'invita sur le balcon. Teresa, méfiante, insista pour rester à proximité. « Monsieur Mendes, je suis venu ici à l'insu de mon mari » commença Marina, visiblement nerveuse. « Il y a quelque chose que vous devez savoir sur son intérêt pour ce bœuf. » J'écoute. Notre troupeau principal est décimé par une nouvelle maladie apparue il y a environ 6 mois. Les vétérinaires ne parviennent pas à identifier l'agent pathogène et les traitements conventionnels sont inefficaces. Et qu'est-ce que cela a à voir avec mon bœuf? Demanda Geraldo. Ricardo a découvert, grâce à de vieux documents, qu'une situation similaire s'était produite dans les années 1960, et que seul le bétail de la lignée Cruzeiro do Sul avait survécu. Il est désespéré, Monsieur Mendes. Ce n'est pas seulement de la cupidité, c'est une question de survie financière. Geraldo a réfléchi à la révélation. Pourquoi n'a-t-il pas expliqué cela dès le début? Nous aurions pu trouver une solution commune. Marina baissa les yeux. Mon mari n'aime pas montrer sa vulnérabilité. Il pensait qu'il serait plus facile d'acheter ou de prendre légalement l'animal. Eh bien, c'est trop tard maintenant. Teresa intervint. Il a déjà montré quel genre de personne il était lorsqu'il a essayé de brûler notre écurie. Quoi? Marina avait l'air sincèrement choquée. Incendie criminel. Ricardo ne ferait jamais une chose pareille. Il est peut-être têtu, mais il n'aurait jamais recours à la violence. Geraldo et Teresa échangèrent un regard. Si ce n'était pas Vasconcelos, qui aurait pu vouloir détruire l'étable ou voler le bœuf? Le même après-midi, lors d'une réunion avec l'équipe universitaire, Geraldo partagea les informations apportées par Marina. Si cette maladie est aussi grave qu'elle le dit, elle pourrait constituer une menace pour tous les éleveurs de la région, a-t-il conclu. Le professeur Texera est d'accord. Nous devons enquêter immédiatement. Si c'est vrai, notre projet devient encore plus important. Pendant qu'ils se disputaient, Pedro courut dans la pièce. J'y vais. Le délégué Josimar est là avec un homme menotté. Il dit qu'ils ont arrêté celui qui a tenté de mettre le feu à l'écurie. À la surprise générale, l'incendiaire n'avait aucun lien avec Vasconcelos, il était un ancien employé d'une société minière qui essayait d'acheter des terres dans la région pour l'exploration. Il a avoué qu'il avait été engagé pour vous faire peur, expliqua le chef de la police.
L'idée était que vous vendiez la ferme par peur. Mais qui l'a embauché? Demanda Geraldo, confus. Le délégué regarda Teresa, visiblement mal à l'aise. Selon lui, il s'agissait d'une agente immobilière nommée Shirley Almeida. Elle offrait une généreuse commission si elle parvenait à convaincre le propriétaire de vendre. Teresa pâlit. Shirley est mon amie, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle ferait quelque chose comme ça. Geraldo ressentit une douleur dans la poitrine qui n'était pas physique. Teresa, tu savais ça? Bien sûr que non, papa, répondit-elle, offensée. C'est vrai que j'ai parlé à Shirley de la possibilité de vendre la ferme un jour, mais je n'accepterai jamais des méthodes criminelles. Le chef de la police a promis de poursuivre l'enquête et a quitté les lieux en emmenant le suspect avec lui. Un lourd silence s'est installé au sein de la famille. Pourquoi Shirley s'intéresse-t-elle autant à la ferme? Demanda Julia, essayant de comprendre. C'est une belle propriété, mais elle ne semble pas valoir ce genre d'effort criminel. C'est Amaro qui a répondu. Il y a du minerai. Beaucoup de gens le savent. Monsieur Antonio, le père de Monsieur Geraldo, avait déjà refusé des propositions de la compagnie minière dans les années 70. On dit qu'il y a un filon de fer sous le site. Cela expliquerait beaucoup de choses, a commenté le professeur Texera, y compris l'intérêt soudain de tant d'acheteurs. Teresa avait l'air vraiment secouée. Papa, je jure que je n'en savais rien. Shirley disait toujours qu'elle avait un client intéressé par la transformation de l'endroit en auberge de campagne. Je te crois, Teresa, répondit Geraldo après un long moment. Mais cela ne fait que confirmer ce que je dis depuis des années, ce terrain vaut plus qu'on ne le pense, et pas seulement en argent. Dans les jours qui ont suivi, de nouvelles révélations ont été faites. L'enquête a confirmé que Shirley Almeida travaillait comme intermédiaire pour une société minière internationale. La courtière a été arrêtée et l'affaire a fait la une des médias régionaux. En apprenant l'arrestation du véritable incendiaire, Ricardo Vasconcelos a contacté Geraldo pour clarifier la situation. Monsieur Mendes, je viens personnellement vous présenter mes excuses pour les accusations et pour la manière dont j'ai mené les négociations, a-t-il déclaré, visiblement mal à l'aise dans l'environnement simple de la ferme. Ma femme m'a parlé de sa visite. Elle a mentionné une mystérieuse maladie affectant son bétail. C'est vrai, répondit Geraldo. Nous avons déjà perdu près de 30% de nos animaux, et aucun traitement ne fonctionne. Les vétérinaires soupçonnent une mutation d'un virus connu, mais adapté au changement climatique. Le professeur Texera, qui participait à la conversation, est intervenu. Monsieur Vasconcelos, nous lançons un projet de recherche qui pourrait bénéficier à tous les éleveurs de la région, y compris vous. Au lieu de nous disputer le contrôle de la lignée, nous pourrions collaborer. Ricardo hésita. Un projet collaboratif avec l'université et les petits producteurs. Je ne sais pas si nos actionnaires approuveraient. Pensez Y. Geraldo a insisté. Seul, tu pourras peut-être sauver ton troupeau, mais si la maladie se propage dans toute la région, à quoi bon? Mon père disait toujours, à la campagne, ceux qui s'isolent périssent. La conversation s'est poursuivie pendant des heures, le professeur expliquant les détails techniques du projet. Finalement, Ricardo, toujours réticent mais percevant le potentiel, a accepté de participer en tant que partenaire, et non en tant que seul responsable. Je peux investir dans des infrastructures qui bénéficieraient à l'ensemble du projet, a-t-il proposé, et notre entreprise a des connexions internationales qui pourraient aider à la recherche. Chers auditeurs, si vous avez apprécié l'histoire, n'hésitez pas à aimer, surtout, à vous abonner à la chaîne. Cela aide beaucoup ceux d'entre nous qui débutent. Une semaine plus tard, une cérémonie simple marquait le lancement officiel du projet Cruzeiro do Sul. Des représentants de l'université, de petits producteurs de la région, des autorités locales et même Ricardo Vasconcelos se sont réunis à Sitio Bela Vista. Geraldo, ému, a prononcé un bref discours. Mon père rêvait du jour où la connaissance du territoire serait partagée pour le bien de tous. Aujourd'hui, grâce à un bœuf dont personne ne voulait, nous réalisons ce rêve. Teresa,
qui avait profondément réfléchi après les récents événements, serra son beau-père dans ses bras, les larmes aux yeux. Pardonne-moi d'avoir douté, d'avoir insisté autant pour vendre. Tu as toujours su ce qui était vraiment important. Les premiers résultats du projet sont arrivés plus rapidement que prévu. Les tests ont confirmé que le taureau Esperanza possédait bel et bien une résistance naturelle à la mystérieuse maladie qui affectait le troupeau de Vasconcelos. Et les premiers croisements avec d'autres races ont montré que cette caractéristique était héréditaire. Julia, devenue l'assistante officielle du professeur Texera, était ravie de ces découvertes. L'espoir contribue à la création d'une nouvelle génération de bovins résilients. Dans quelques années, les bénéfices pour l'élevage brésilien seront considérables. Inspiré par ce mouvement, Pedro a commencé à développer un petit cabinet d'orthodontie à la ferme, en s'appuyant sur les connaissances que Geraldo avait acquises auprès de son père. Si le bœuf spécial venait d'un régime alimentaire différent, comme vous le dites toujours, il est logique d'étudier aussi les plantes de la région, expliqua le jeune homme en montrant un parterre de fleurs organisées avec différentes herbes. Sitio Bella Vista, qui semblait autrefois voué à la vente et à l'oubli, est devenu un centre de recherche et de préservation des savoirs traditionnels. De petits producteurs de la région ont commencé à visiter le site pour apprendre les techniques de gestion durable et participer au programme d'amélioration génétique. Un jour, alors que Geraldo observait le mouvement dans la ferme depuis le balcon de sa maison, Ricardo Vasconcelos s'est approché avec un dossier à la main. « Monsieur Mendes, j'ai trouvé quelque chose dans les dossiers de l'entreprise qui pourrait vous intéresser, dit-il en lui tendant le dossier. Ce sont des lettres échangées entre mon grand-père et ton père au fil des ans, expliqua Ricardo. Intrigué, Geraldo ouvrit le dossier et, à sa grande surprise, découvrit des dizaines de lettres manuscrites, révélant une amitié restée cachée par la distance et le temps. Il semble qu'ils aient continué à collaborer en secret, a déclaré Ricardo. Mon grand-père fournissait le capital et l'équipement, et son père partageait ses connaissances et ses idées sur le bétail. C'était un partenariat officieux, car, d'après ce que j'ai compris des lettres, il visait à protéger la lignée. Si d'autres grands éleveurs avaient découvert son véritable potentiel, ils auraient tenté de tout racheter, de s'en accaparer, tout en maintenant l'apparence de la concurrence. Ils ont réussi à développer la lignée sans attirer l'attention. Cette révélation a changé la vision de Geraldo sur l'histoire de sa famille. Ce qui semblait être un simple différend commercial était en réalité une stratégie sophistiquée visant à préserver un patrimoine précieux pour les générations futures. 6 mois après le début du projet, une publication scientifique internationale a mis en lumière les découvertes de l'équipe du professeur Texera sur la lignée Cruzeiro do Sul. L'article mentionnait sa résistance naturelle à différents agents pathogènes et son exceptionnelle adaptabilité au changement climatique. Nous recevons des demandes de chercheurs du monde entier, rapporta fièrement le professeur. Ce que votre père a initié il y a des décennies révolutionne notre compréhension de l'adaptation génétique naturelle. Pour célébrer le succès initial du projet et honorer la mémoire d'Antonio Mendes, une journée de découverte a été organisée à Sitio Bella Vista. Éleveurs, étudiants, chercheurs et curieux de toute la région sont venus découvrir le lieu et le célèbre bœuf à l'origine de tout. Parmi les visiteurs, Geraldo a reconnu un visage familier, Sebastião Bueno, l'éleveur qui avait envoyé des photos de son bœuf avec la marque triangulaire bleue. Monsieur Geraldo, j'ai apporté quelque chose qui, je pense, vous intéressera, dit Sebastião en sortant une caisse en bois du camion. Mon grand-père a gardé cela pendant des années, il disait qu'un jour cela pourrait être important. La boîte contenait un carnet portant la même écriture que le journal que Geraldo avait trouvé, celle de son père. Il s'agissait de notes sur les croisements et les traitements, datées de quelques années avant sa mort. Mon grand-père disait que son père poursuivait le travail en secret, répartissant les chiots du troupeau spécial entre des éleveurs de confiance pour garantir la pérennité de la lignée, expliqua Sebastião. Geraldo sentit ses yeux s'embuer. Alors il n'a jamais abandonné, sourit Sébastien, et maintenant tu n'as pas abandonné non plus. La boucle est bouclée. La célébration a duré jusqu'au crépuscule. Sous un ciel printanier étoilé, des musiciens locaux ont joué des airs d'alto, tandis que des personnes de différentes générations partageaient des histoires sur la terre, les animaux et les traditions ancestrales qui trouvent aujourd'hui une nouvelle valeur dans le monde moderne.
Teresa, qui avait enfin compris la véritable valeur du site, organisa un petit hommage au centre de la cour. Une plaque fut dévoilée, Progetto Cruzeiro do Sul à la mémoire d'Antonio Mendes, qui savait que la véritable valeur de la terre réside dans le partage des connaissances. Alors que les invités s'apprêtaient à partir, Geraldo, debout sur le porche, contemplait tout ce qui s'était passé ces derniers mois. Le taureau Esperanza broutait paisiblement dans le pré, accompagné de quelques veaux-nés du programme d'élevage. « Vous semblez satisfait » commenta Amaro en apportant une tasse de café à son patron. « Je suis en paix, Amaro. Je comprends enfin ce que mon père a essayé de m'apprendre toute ma vie, certaines choses n'ont pas de prix et le véritable héritage ne réside pas dans ce que l'on accumule, mais dans ce que l'on partage. » Julia et Pedro ont rejoint leur grand-père sur le porche, amenant avec eux le professeur Teixeira et quelques étudiants. « On a réussi », annonça Julia avec enthousiasme. Les tests ont confirmé que les veaux avaient hérité de la résistance génétique. La lignée est désormais saine. Et nous avons d'autres nouvelles, a ajouté le professeur. L'université a été contactée par les autorités de l'État qui souhaitent transformer le projet Cruzeiro do Sul en un programme officiel de préservation génétique pour un élevage durable. Cela signifie davantage de ressources et une protection juridique pour toutes nos activités. Pedro, qui parlait désormais du projet avec la même passion que son grand-père, souriait. Teresa transforma une partie de la maison en un petit musée relatant l'histoire de la lignée particulière et préservant la mémoire d'Antonio Mendes. Des visiteurs de tout le pays vinrent découvrir l'initiative. Pedro a réussi l'examen d'entrée en agronomie et parlait déjà de mettre en œuvre de nouvelles techniques durables sur la propriété. Après avoir obtenu mon diplôme, je crois avoir trouvé mon but dans la vie, a-t-il déclaré lors d'un dîner de célébration. Je veux poursuivre ce que toi et ton arrière-grand-père avaient commencé. Julia, désormais diplômée en médecine vétérinaire, a reçu des propositions de master de plusieurs universités, mais a choisi de poursuivre le projet, en développant ses recherches sur l'adaptabilité génétique du bétail de Cruzeiro do Sul. Le taureau Esperanza, à l'origine de toute la transformation, est devenu une sorte de mascotte du projet. Complètement rétabli et en pleine forme, il accompagnait Geraldo lors de ses promenades matinales autour de la propriété, tel un vieil ami. Un de ces matins, alors qu'il regardait le soleil se lever sur les verts pâturages, Geraldo eut une révélation, ce bœuf qu'il avait acheté par compassion, lors d'une vente aux enchères où personne d'autre n'en voulait, n'était pas seulement un animal avec des gènes précieux, c'était un symbole de la façon dont de petits actes de gentillesse peuvent déclencher des transformations bien plus grandes que nous pouvons imaginer. Certaines créatures méritent une seconde chance, murmura-t-il, répétant les mots qu'il avait prononcés un an plus tôt lorsqu'on lui avait demandé d'acheter l'animal malade. Le bœuf, comme s'il comprenait, s'approcha et posa son museau sur l'épaule du vieux fermier.